Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Vianney Le Savre, je travaille pour la section de l'intelligence des marchés de l'ITC et j'ai l'honneur d'être votre interlocuteur aujourd'hui pour la session d'aujourd'hui, la session de demain et une session qu'on fera aussi la semaine prochaine. Je ne suis bien sûr pas tout seul ici pour animer cette session. Je suis accompagné par mon collègue à moi qui m'a aidé à préparer toutes ces séances, M. Adam Hadou, que vous voyez ici, ainsi que tous mes collègues du projet que vous connaissez probablement et qui peut-être veulent se présenter. Je ne sais pas, Madame Clément. Oui, bonjour Vianney. On peut s'appeler par nos prénoms. Oui, je suis ici pour juste faire pour vous accueillir au nom du programme GTEx Menatex que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Je ferai une très très brève introduction pour juste qu'on se connaisse tous bien. Donc merci tous pour votre présence et merci aux collègues d'ITC pour nous transmettre ces informations très importantes aujourd'hui. D'accord, merci Delphine. Je vois que la traduction ne marche pas forcément, donc il faut que nous qui parlions français, nous mettions sur le canal français, voilà en bas. Et puis vous qui suivez les interventions, si vous voulez nous entendre en français, ben, vous choisissez le canal français. C'est le dernier petit bouton en bas, ou bien l'autre canal arabe. Voilà. J'en profite aussi pour dire merci d'ores et déjà à nos interprètes. On a de la chance de les avoir avec nous. Ils vont faire du bon travail et qu'ils n'hésitent pas à me dire si jamais je parle peut-être trop vite ou pas assez clairement, etc. Merci Delphine. Je vais essayer de partager mon écran parce que j'ai des diapositives à vous montrer. Aujourd'hui, ça va être plutôt une séance avec des diapositives et demain, on aura quelques diapositives plus une démonstration d'un outil en ligne. Voilà, donc ce sera les deux formats. Alors, je vais partager mon écran. Ici, très bien. Je vais faire comme ça. D'accord. Alors, voici mes slides. J'espère que vous pouvez tous les voir. Je pense que oui. Donc, nous allons parler entre nous pendant ces 3 séances d'analyse de marché et de mesures non tarifaires. Donc, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est les mesures non tarifaires déjà, on va passer du temps conséquent aujourd'hui pour définir cela. Et dans les 4 pays de l'accord d'Agadir, essayer de comprendre comment les mesures non tarifaires appliquées au secteur du textile et de l'habillement vont avoir un impact, n'est-ce pas, sur vos exports, sur vos imports. Quelle est la situation aujourd'hui du marché pour les pays d'Agadir et comment est-ce que peut-être à l'ITC, on a des informations qui font un diagnostic de la situation de ce secteur dans vos pays et comment peut-être on peut avoir des outils d'information qui peuvent participer d'un meilleur échange entre vous, entre les 4 pays. Voilà, donc les objectifs de cette formation, c'est une formation un petit peu séminaire aussi parce que vous allez être formé effectivement sur un outil, mais c'est assez court finalement comme événement. Donc peut-être qu'on doit l'appeler plus un séminaire entre nous. Les principaux objectifs sont d'identifier les opportunités à l'exportation et à l'importation ouvertes et permises par l'accord d'Agadir pour les pays membres, donc vos pays, comprendre ce que sont les mesures non tarifaires. On va passer un temps peut-être qu'il va paraître un petit peu anodin au début pour comprendre ce que sont les mesures non tarifaires, pour bien s'intégrer des concepts et ensuite pouvoir les appliquer. Il est aussi important de comprendre pourquoi les mesures non tarifaires permettent le commerce et en comprenant ça, comment est-ce que peut-être les échanges entre vos pays peuvent être améliorés. Donc, principalement, bien sûr, on va aborder ce sujet dans votre secteur du textile et de l'habillement au sein des pays d'Agadir, particulièrement dans le cadre d'une enquête, dont je vais vous en parler longuement, qui a été faite en 2015 dans les pays de la zone MENA, et donc on a extrait des données pour les pays d'Agadir pour comprendre quelles étaient les mesures non tarifaires qui pouvaient représenter un frein aux exportations, aux importations, et pourquoi ces mesures non tarifaires étaient de telle manière un frein. Ensuite, on va parler des outils en ligne. Donc, vous savez probablement que l'ITC et notamment la section TMI
la section dans laquelle Adam et moi travaillons, met à disposition des acteurs économiques des outils d'intelligence de marché, notamment un outil qui a été développé pour les pays d'Agadir qui s'appelle Euromate Trade Helpdesk et dont on vous fera la démonstration demain. J'ai confiance dans le fait qu'apprendre à utiliser cet outil pourra à vous donner plus d'informations sur l'intelligence de marché, etc. Et ce, pour faire la veille informationnelle, trouver des informations très spécifiques, code HS par code HS, destination par destination, concernant les informations d'accès au marché, c'est-à-dire les tarifs, les mesures non tarifaires, etc., etc. Donc, rapidement, le programme, mais je pense que vous le connaissez. Donc, comme je vous disais, on a 3 séances entre nous, une aujourd'hui, une demain et une mardi prochain. Donc, on aura un petit week-end quand même pour se reposer entre-temps. Aujourd'hui, on va présenter, Madame Delphine va présenter le programme. Ensuite, on va présenter la situation. Donc, je vais vous dire, je vais vous faire un petit éclairage sur la situation du marché du textile et de l'habillement. C'est probablement quelque chose que vous connaissez déjà, n'est-ce pas ? Mais c'est les données qui viennent de notre enquête qui ont été faites en 2015. Donc, vous allez, j'espère, reconnaître des difficultés que peut-être vous rencontrez, vous, dans vos activités d'import-export. Ensuite, on fera une petite introduction à l'analyse de marché. Qu'est-ce que c'est que l'analyse de marché? Qu'est-ce que c'est que les mesures non tarifaires avec des études de cas? Et donc, voilà, l'accent sera mis sur les expériences de peut-être probablement vos entreprises elles-mêmes qui ont peut-être participé à cette enquête en 2015. Et ensuite, une séance de questions-réponses aujourd'hui. Ensuite, demain, donc, comme je vous le disais, on va regarder comment obtenir des informations spécifiques sur les produits du secteur textile et de l'habillement et parler de cet outil Euromate Trade Helpdesk, probablement aussi d'un autre helpdesk qui s'appelle Global Trade Helpdesk, qui n'est pas que Euromate, mais Global Trade Helpdesk, pour les informations spécifiques à destination de l'Union européenne et des États-Unis. Ensuite, on va vous donner des exercices à faire. Donc, ces exercices ne seront pas notés, ils seront évalués par Adam et par moi. C'est peut-être juste pour simplement appliquer les concepts qu'on aura vus et vous permettre à vous, quelque part, de jouer avec l'outil et de vous confronter à cet outil pendant qu'on est encore pendant la durée de notre séminaire, ce qui vous permettra de nous poser des questions si vous en avez directement par email ou bien pendant la séance numéro 3, où on va parler de 2 autres outils qui sont Eeping et le facilitateur des règles d'origine, qui sera décisif pour identifier les règles d'origine applicables vis-à-vis du marché cible. Donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Nous sommes ici effectivement à la première séance. Et peut-être je donne la parole à Delphine pour présenter la slide sur l'ITC et ensuite les slides sur le programme. Merci. Merci Vianney. Bienvenue à tous. J'espère que la traduction fonctionne bien maintenant. Juste pour vous fournir je ne vais vraiment pas être long, c'est juste pour vous fournir un peu de contexte à ce webinaire et comprendre comment on en est là et dans quel cadre. Donc, nous sommes l'ITC, le Centre du commerce international. Nous sommes une agence à la fois conjointe, donc une agence à la fois de l'ONU et de l'OMC. Et notre mandat est de travailler essentiellement sur le commerce international, mais plus précisément aider les secteurs économiques des pays en développement à mieux s'internationaliser, à mieux exporter pour évidemment contribuer à de la croissance, à du développement et à créer de la richesse dans les pays. Nous, on travaille à l'ITC avec les PME, puisqu'on pense que ce sont la colonne vertébrale de beaucoup d'économies des pays avec lesquels nous travaillons, et qu'en aidant les PME à mieux exporter, à mieux s'intégrer au sein des échanges commerciaux internationaux, voilà, ça pourra aider tout un secteur, mais aussi les pays que nous aidons. Alors, prochaine diapo. Là, on rentre un peu plus en détail dans ce que l'on fait dans le secteur du textile. Donc, l'ITC travaille dans plusieurs secteurs qui sont d'importance pour nos pays, pour les pays avec lesquels on travaille, nos pays partenaires. Et évidemment, comme vous le savez tous, le secteur du textile et de l'habillement est très important. On voit qu'en 2020, le commerce mondial du textile et de l'habillement s'est élevé à plus de 1 billion de dollars américains. C'est un secteur de très grande importance, notamment parce qu'il est source d'emploi.
Et également, il a été fortement touché par la crise du Covid ces 2 dernières années, avec tous les confinements, les fermetures de magasins, une baisse de la demande mondiale. Donc, on est vraiment à un carrefour aujourd'hui pour faire repartir ce secteur-là. Et il ne pourra repartir aussi que s'il il s'améliore sur tout ce qui est, sur toutes les questions de durabilité, qu'elles soient environnementales ou sociales. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour mieux reconstruire ce secteur-là. Prochaine diapo. Donc, l'ITC, donc, comme on l'a vu, intervient sur ce secteur-là, notamment par le biais de notre programme qui est JTEX Menatex, qui est un programme, comme on le voit, qui va avoir 7 ans, enfin qui va durer 7 ans et qui a commencé en 2018. On travaille avec 6 pays, comme vous voyez les drapeaux s'afficher. Il est à la fois financé par la coopération suisse et à la fois par la coopération suédoise, que nous remercions, et qui nous aide et donc qui finance ce projet. Prochaine diapo. Juste pour rentrer un tout petit peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on essaye, quels objectifs on essaye d'atteindre par le biais de ce programme. C'est essentiellement d'aider les secteurs du textile et l'habillement dans les 6 pays que nous avons vus à améliorer, à rajouter de la valeur ajoutée dans les produits pour créer plus de richesse et pour mieux se positionner, être plus compétitif sur le marché international du textile et de l'habillement. On travaille avec, on va dire, l'entièreté de l'écosystème du secteur textile et habillement dans les pays, à la fois avec les institutions qui aident, qui sont là pour la promotion du secteur du textile et de l'habillement, avec les entreprises elles-mêmes qui sont volontaires et candidates pour travailler avec nous, notamment par le biais de formation, de coaching, et aussi avec les pouvoirs publics qui sont là plus pour, on va dire, élaborer les politiques publiques du commerce du textile et de l'habillement. Et donc, comment on fait ça? Comment créer de la valeur ajoutée? C'est renforcer les capacités de tous ces acteurs de l'écosystème à améliorer, on va dire, leur processus de production par évidemment plus de productivité, une meilleure organisation des usines, une meilleure compréhension aussi des marchés, c'est le cas de ce webinaire en partie, et mieux comprendre aussi les attentes des acheteurs internationaux, s'améliorer sur tout ce qui est pratique environnementale, respect aussi des normes sociales pour les travailleurs, et puis aussi trouver en fait de nouveaux marchés et puis savoir identifier de nouvelles opportunités et et de potentiels nouveaux clients. Ça, c'est ce qu'on fait dans la pratique, c'est notre quotidien avec nos partenaires. Il y a aussi une composante régionale de ce programme, notamment qui favorise, qui tente de favoriser plus d'échanges entre les 4 pays signataires de l'accord d'Agadir. Donc, vous êtes là tous parmi nous aujourd'hui. L'idée de cette composante régionale, c'est de favoriser un dialogue entre ces 4 pays de la région MENA, pour identifier et faciliter les opportunités de sourcing et d'exportation déjà entre ces pays, mais aussi pour aider à l'émergence d'une réelle chaîne de valeur intégrée du textile et de l'habillement dans cette région, pour qu'elle puisse se positionner vraiment comme un hub, comme on dit en anglais, vraiment une plateforme du textile et de l'habillement, et pour se promouvoir comme vraiment une plateforme auprès en fait de clients et de partenaires potentiels à travers le monde. Voilà, je m'arrête là et je laisse la place maintenant, je laisse la parole à mes collègues. Merci Delphine, c'est une transition parfaite qui résume un petit peu ce qu'on va voir maintenant, parce que je vous propose pendant peut-être 15 minutes, 20 minutes, de nous intéresser à cet accord d'Agadir et à la situation actuelle dans vos 4 pays par rapport aux produits du textile et de l'habillement. Alors, Delphine nous l'a expliqué aujourd'hui. Un des grands intérêts de cet accord d'Agadir est de pousser à la transformation des produits vers des produits améliorés, n'est-ce pas que des produits bruts. Et donc, on va voir quelle est la situation aujourd'hui et peut-être
quelles sont les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur. Donc, l'accord d'Agadir, perspectives et opportunités. Avant ça, je voulais juste te dire, si vous aviez des questions, ça je ne vous l'ai pas dit auparavant, vous pouvez les poser dans le chat. Iman et Adam sont là pour y répondre et éventuellement même m'interpeller pour me dire, Vianney, on a une question très intéressante. Est-ce qu'on peut l'aborder comme ça en plénière? Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fonction peut-être de mon état de forme et de soif, peut-être qu'on fera une petite pause au bout d'1h15, donc simplement 5 minutes, parce qu'on a aujourd'hui peu de temps, donc pour ne pas perdre de temps, mais peut-être qu'à un moment, il faudra que je m'hydrate. Voilà. Alors, l'accord d'Agadir a été fait pour faciliter l'intégration entre les États arabes, notamment évidemment les 4 pays qui le composent, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie. Accord de libre-échange, donc, en vigueur depuis 2007, peut-être que vous vous rappelez de la signature de cet accord. Les règles d'origine qui sont incluses dans l'accord commercial se basent sur celles qui sont appliquées par l'Union européenne et le protocole sur le commerce des produits textiles a été signé en 2008, vise à développer, comme nous le disait Delphine, le commerce du tissu industriel. Donc, en gros, on a un accord commercial qui est là pour faciliter cette intégration sur le textile et l'habillement entre les 4 pays. Simplement, et l'analyse qu'on va faire ensemble aujourd'hui, j'espère que vous serez d'accord avec ça, j'espère que c'est vraiment ce que vous voyez sur le terrain vous-même entre vous, est que les pays membres ne profitent pas ou ne profitent peut-être pas assez des opportunités de l'accord qui sont disponibles et qui permettent d'exploiter les complémentarités existantes entre les 4 industries. On a mis ici un petit exemple et on a d'autres exemples dont on pourra parler aujourd'hui. Le tissu et le coton d'Égypte, produits en Égypte, pourraient bénéficier au Maroc, à la Tunisie, qui importent ces matières brutes pour produire des vêtements. Donc voilà, le Maroc et la Tunisie ne sont pas des producteurs de coton et de tissus bruts, ils les transforment et c'est un produit qui est disponible en Égypte, mais peut-être que nos amis marocains et tunisiens importent ces produits depuis d'autres marchés. Alors en termes de marché, ici on vous a fait une petite carte qui est la cartographie des productions exportées par vos 4 pays. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas exclusif. C'est quelques exemples pour nous donner un petit peu le goût des produits qui sont produits sur vos marchés. Donc, vous voyez, on a des codes HS que vous connaissez probablement très bien. Si vous avez des questions sur les codes HS, du système harmonisé, SH en français, pardon, vous pouvez les poser dans le chat, mais vous voyez que le 55, 12, 19, si on commence ici, un produit brut, les tissus contenant plus ou autant que 85% de fils discontinus polyester en poids teint constitués de fils différents sont produits en Égypte, sont exportés par l'Égypte. Donc, on peut retenir que l'Égypte a cette capacité à exporter ce produit-là. Ensuite, les costumes, on voit des costumes pour hommes ou garçonnets en matière textile depuis l'Égypte et le Maroc. Les t-shirts, pareil, qui sont produits par le Maroc et l'Égypte. Les tapis, le coton. On a aussi ici les vêtements en feutre depuis le Maroc, les articles confectionnés en matière textile depuis le Maroc et la Tunisie, le 6307 90 ici, puis les vêtements de sport sur la Jordanie. Ces données nous viennent de Trademap. Ça ne veut pas dire, si vous ne voyez pas votre drapeau, mais qu'il est produit aussi dans votre pays, que c'est exhaustif. Encore une fois, c'est pour nous donner ici un petit exemple qui nous montre particulièrement que vos pays sont des pays qui exportent principalement des produits transformés sur le marché du textile et de l'habillement. Donc là, on a pris certains exemples. Il y a d'autres exemples qui sont probablement très intéressants aussi. Mais c'est pour vous montrer qu'ici, on a principalement aussi l'Égypte qui peut jouer ce rôle d'exportateur de produits bruts vers vos pays. Ces données-là viennent de Trademap. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent Trademap. Trademap, c'est un site qui a été développé par l'ITC, un site d'intelligence de marché qui montre les flux commerciaux année par année ou semestre par semestre ou mois par mois sur tous les produits du système harmonisé en fonction des données que récolte l'ITC. Donc, vous pouvez aller sur trademap.org, vous faire un compte et avoir, par exemple, la situation en 2020 peut-être sur ce code HS et vers où l'Égypte, par exemple, a exporté ce produit et à quel niveau de valeur, que ce soit en valeur ou en quantité. Alors,
là, on a vu les exportations principales de vos pays sur ce secteur. On a aussi ici les importations. Donc, les éléments importés par les pays de l'accord d'Agadir, qui sont produits par d'autres pays, sont ceux-là. Donc, en fait, ici, on se dit, pour produire ces t-shirts, ces costumes, ces tapis, etc., d'où viennent les produits bruts? Alors, il s'avère que principalement, on a ces marchés-là, donc l'Union européenne, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Turquie et la Chine, principalement acteur, qui est un acteur décisif pour fournir à vos pays de l'accord d'Agadir les matières brutes pour pouvoir produire les vêtements et les habillements. Donc, notamment, on a vu ici le 55-12-19, c'est celui que je vous ai lu au tout début, produit pourtant exporté par l'Égypte, qui est importé par vos pays depuis, vous le voyez, la Chine, la Turquie, l'Italie et l'Espagne. D'accord? Donc ici, on voit déjà un petit aspect qui est que on n'insiste pas trop sur les échanges entre les pays de l'accord d'Agadir pour pouvoir produire ces produits. Encore une fois, ça a été produit par Trademap et vous pouvez avoir ces informations-là quand vous sélectionnez vos pays et que vous regardez les produits qui ont été importés dans les pays de l'accord d'Agadir. Encore une fois, ceci n'est pas exclusif. Ensuite, les défis majeurs qui freinent les échanges entre les pays de l'accord sont notamment pour les produits bruts. On parle ici des produits chimiques, donc le sous-chapitre 3809, le manque d'industrie locale pour la production des produits chimiques nécessaires. Donc moi, je ne suis pas spécialiste, n'est-ce pas, du secteur du textile et de l'habillement, mais voilà, je sais qu'il faut parfois des produits chimiques pour fixer les couleurs, peut-être fixer la teinture, je ne sais pas vraiment, mais je sais que ces produits chimiques entrent dans la composition des produits transformés. Et les pays de l'accord d'Agadir importent principalement de la Turquie ou de l'Allemagne. Les fibres de coton et fibres synthétiques, 52,05 et 52,10. Le manque d'industrie pour transformer le coton et fournir la fibre de coton et la fibre synthétique dans la région font que ces granulés, ces filaments sont directement importés depuis la Chine et l'Inde. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans Trademap, mais c'est quelque chose que voilà, mes collègues du projet nous ont dit et que vous connaissez probablement particulièrement. Il y a un besoin donc de vulgariser l'information et de communiquer sur les fournisseurs de matières brutes transformées pour donner aux acteurs économiques qui transforment ces produits bruts en produits transformés les informations nécessaires pour savoir où prendre ces données. Il existe une dépendance envers le fil asiatique, donc principalement sur le fil de la Chine et de l'Inde, au détriment des fournisseurs locaux ou régionaux. Donc là, on parle en fait de chaîne de valeur et bon, c'est un vœu qui est peut-être facile de ma part à exprimer. Faire en sorte d'avoir l'ensemble des maillons de la chaîne de production au niveau régional, finalement, c'est tout l'objectif de l'accord d'Agadir et de son segment sur le textile et l'habillement pour pousser à l'intégration presque intégration intégrale sur ce secteur pour ces produits. Et ce, afin de promouvoir des produits dont l'origine des composants provient des pays de l'accord. Donc, c'est tout l'état d'esprit de l'accord d'Agadir qui a été fait, entre guillemets, pour cela. Ensuite, ici, on voit que finalement, ce serait peut-être possible parce que la complémentarité des pays de l'accord d'Agadir peut profiter mutuellement à chacun des pays membres, en import ou en export. Et ça, pourquoi? Donc ça aussi, depuis Trademap, on voit qu'il y a notamment un de vos pays, l'Égypte, qui est le 11e exportateur mondial de tissus, on l'a vu, le 55-12-18, en poids de fibres discontinues de polyester. Donc ça, vous le voyez ici, on a mis ici par exemple, comme exemple de produits bruts qui entrent dans la composition des produits d'habillement transformés, le top 10, en fait, ce n'est pas le top 10, c'est le top 12 des fournisseurs de tissus aux pays de l'accord d'Agadir. Donc vous voyez que pour les pays de l'accord d'Agadir, la Chine est encore extrêmement représentée. Je vous l'avais dit auparavant, il y avait la Chine, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et la France. Alors vous voyez la taille de ces importations vers les 4 pays de l'accord d'Agadir par rapport à l'intégration régionale des 4 pays pour l'Égypte. Donc l'Égypte ne représente que 148 000 $, n'est-ce pas, par rapport à ces mastodontes, n'est-ce pas, dans la situation actuelle
de fournisseurs de tissus au pays d'Agadir. Donc ça veut dire principalement le Maroc, la Tunisie, la Jordanie se fournissent en Chine, en Italie, en Espagne pour le tissu, bien que l'Égypte soit disponible sur ce segment. Ensuite, on a ici aussi à côté le top 10 des exportateurs de costumes pour hommes. Donc l'Égypte est le premier, d'ailleurs, vous voyez ici sur ça, et suivi de l'Italie, l'Indonésie, etc., plus le Maroc, ce qui montre que finalement l'Égypte a à la fois le coton, mais aussi la faculté à pouvoir transformer ces produits-là. Et voilà. Il s'avère, et ça, vous le savez peut-être, on pourra le voir demain dans l'outil Euromate Trail Helpdesk, que les pays au sein de l'accord d'Agadir, ça va peut-être sans dire, parce qu'on a dit qu'il y avait un libre-échange, mais c'est bien de le dire aussi, bénéficient d'un tarif de 0% sur les tarifs douaniers entre eux, sur les produits de l'industrie du textile et des vêtements, mais n'en profitent pas, et on le voit particulièrement ici. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces graphiques, je vais quand même passer. Donc, la situation est qu'il y a peu d'interactions commerciales entre les pays sur ce produit brut, pourtant fourni par l'Égypte, mais que les pays de l'accord d'Agadir ont un potentiel inexploité important entre eux dans le secteur du textile. Alors, le potentiel inexploité important, ça vient du potentiel d'exportation. C'est un concept qu'a créé l'ITC et qu'on a cristallisé dans un outil qui s'appelle Export Potential Map, que vous connaissez peut-être, qui calcule le potentiel à l'exportation que pourrait avoir un pays sur un produit vers le monde entier ou certaines destinations dans les 5 prochaines années. Ce calcul est fait en fonction de l'offre, de la demande, de l'éloignement, de la concurrence, etc. etc. C'est une formule qui est un petit peu compliquée, mais qu'on peut avoir comme indicateur informatif sur le potentiel de certains pays pour certains produits. Donc là, je vous ai donné 4 exemples pour les 4 pays. Donc, on a vu sur l'Égypte la production de tissus bruts, mais pour les exportations de tissus teints ou imprimés, 14,9 millions de dollars par an, potentiel d'exportation 16,4 millions, dont un potentiel de 4,3 millions vers les pays de l'accord d'Agadir. Donc ça, c'est un potentiel inexploité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, ce potentiel n'est pas rempli, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau, on pourrait aller sur Export Potential Map pour voir ça, mais 4,3 millions par an pourraient être à destination des pays de l'accord d'Agadir. Donc ça veut aussi dire qu'il y a une demande des 3 autres pays, n'est-ce pas, pour ce tissu. Ensuite, en Jordanie, exportation de vêtements confectionnés en matière textile à hauteur de 7,1 millions, dont un potentiel inexploité de 5,6 millions pour les pays d'accord d'Agadir. Donc ça, en fait, c'est le potentiel. Ici, c'est le potentiel total. Et vous voyez, dans le potentiel total, quelle est la répartition pour les pays, vers les pays d'accord d'Agadir. Donc ça, c'est déjà très très bien, parce que ça veut dire qu'il y a 7,1 qui peut être envoyé vers les pays du monde entier, mais 5,6 qui est ici pour les pays de l'accord d'Agadir. Exportation de vêtements en feutre ou non tissés pour le Maroc, potentiel inexploité de 10,6. Donc voilà, ça représente à peu près, je ne sais pas, un tiers de ça. Exportation des vêtements de sport de la Tunisie, 4 ici de potentiel inexploité. Donc ça, on le voit sur Export Potential Map en 2021. Toute la question qu'on voudrait se poser, et peut-être je peux faire appel à vous si vous souhaitez dire quelque chose, qu'est-ce qui peut expliquer ce potentiel inexploité pour les exportations au sein des pays de l'accord d'Agadir? Ça, on va le voir ensuite, parce qu'on a fait une enquête là-dessus, mais peut-être que vous avez déjà certaines idées. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent peut-être exprimer quelque chose dans le chat.
Oui, alors je vois le chat ici, on me dit prière de préciser l'unité M mentionnée, ce sont des millions, donc des millions par an à l'export. Je vois aussi qu'il faut que je parle plus lentement, donc je vais essayer de parler plus lentement. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce potentiel inexploité pour les exportations au sein des pays de l'accord d'Agadir? Donc, je vais vous donner ici certaines narratifs, certaines histoires qu'on a entendues, qu'on a récoltées au cours des enquêtes qu'on a menées en 2015 au sein de vos pays. Donc ici, on l'a réparti entre les exports vers l'Union européenne, les exports vers les pays d'Agadir et les exports vers les États-Unis. Donc ça, c'est une activité que mène l'ITC très régulièrement. Ça a déjà été fait dans environ 65 pays au monde. Les enquêtes sur les obstacles au commerce, notamment les mesures non tarifaires. Donc, jusqu'à présent, pendant beaucoup d'années, l'ITC portait ces enquêtes sur le commerce des biens. Et maintenant, on s'est tourné aussi vers le commerce des services. Donc, peut-être que vous allez entendre parler, bien que ce ne soit pas votre secteur, mais sur des enquêtes sur le secteur des services. Alors, en 2015, en fait, avant 2015, il y a eu toute une série d'enquêtes qui ont été faites dans vos pays et qui ont été compilées en 2015 dans un rapport que vous pouvez trouver en ligne sur le site ntmsurvey.org et qui décrit, n'est-ce pas, les difficultés à l'export qui se posent aux commerçants des pays étudiés. Alors, vers l'Union européenne, par exemple, on peut voir ce premier exemple, un exportateur égyptien de costumes d'hommes ou de garçons vers l'Allemagne, qui exprime que les règles d'origine sont très strictes à respecter dans le cadre de l'accord d'association Égypte-UE, en particulier après les récents amendements et l'accord AELE, où pour acquérir l'origine égyptienne des vêtements, les tissus doivent être tissés, non seulement coupés en Égypte ou tout autre État membre de l'UE. C'est très strict car ils importent généralement des tissus de Chine. Donc ça, c'est littéralement ce que nous a dit cet exportateur égyptien. Donc là, on retient le terme de règle d'origine trop strict à respecter. Trop difficile pour comply, pour que l'entreprise puisse respecter la règle d'origine. Ensuite, on a un exportateur égyptien de sacs avec lanière en plastique. Donc, c'est assez spécifique, c'est le code 420292 vers l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne, et là je cite littéralement la personne, exigent que les produits chimiques soient enregistrés conformément aux exigences du REACH. L'enregistrement du produit lui-même est très strict car il se fait substance par substance et chaque substance à enregistrer au sein du REACH coûterait 600 €. Les produits non enregistrés ne pourront pas entrer sur le marché. Donc là, il s'avère qu'on a une mesure non tarifaire qui est l'enregistrement, n'est-ce pas, de chacune des substances et dont le coût d'inscription est trop élevé. Vous voyez qu'on commence à voir une certaine diversité entre les difficultés qui sont rencontrées par les intervenants. Donc là, c'est 2 exemples, mais on a d'autres exemples à vous donner, et notamment vers les exports vers les États-Unis. L'autorité américaine des douanes et la protection des frontières exige qu'un certain certificat appelé fiche de données ISF, le fichier de sécurité de l'importateur, leur soit envoyé 2 à 3 jours avant que le navire ne quitte les côtes égyptiennes. Donc, peut-être que nos amis égyptiens connaissent très bien ce sujet pour les exportateurs égyptiens de coton vers les États-Unis. Et malheureusement, il s'avère que cette fiche de données ISF, ce certificat appelé fiche de données ISF, est difficile à obtenir à temps parce que le temps de latence avant la partance du cargo est trop court. Ensuite, on a un exemple ici d'exportateurs jordaniens de t-shirts qui parlent du certificat d'origine. Donc ça, c'est aussi lié aux règles d'origine. Pour chaque envoi doit être fourni un certificat d'origine et l'obtention de ce certificat est difficile, chronophage, il prend beaucoup de temps et le coût est élevé. Ensuite, on a d'autres choses qui sont ici. On voit aussi le mot règle d'origine, n'est-ce pas, pour un exportateur de t-shirts. Je ne sais pas de quel pays c'est, peut-être que c'est aussi notre ami jordanien, vers les États-Unis.
et de nombreux documents précisant des informations détaillées sont nécessaires afin de prouver que le produit a respecté les règles. Dans ce cas-là, les règles d'origine, effectivement, selon le protocole QIZ, le bon de commande, l'ordre de fabrication, la façon dont il a été produit, etc. Donc, ces documents sont compliqués à obtenir. Et là, on voit en fait la différence entre notre ami exportateur égyptien, ici, qui nous parlait de la difficulté intrinsèque des règles d'origine à être respectées, et ici, du fait que c'est la procédure d'obtention qui est longue. Donc, en fait, on peut avoir une différence entre le fait que la réglementation elle-même soit difficile à respecter, à être respectée, ou que c'est la procédure, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'aspect légal de la réglementation qui soit peut-être discutable. Donc, dans ce cas-là, la procédure est trop longue et on a vu auparavant que c'était aussi trop élevé en termes de coût. Donc, on a la notion de durée, la notion de coût, parfois on a la notion de complexité, la notion de manque de transparence, etc., etc. Ensuite, on vous a mis un exemple ici d'exportateur jordanien de serviettes hygiéniques vers le Maroc, donc entre deux pays de l'accord d'Agadir, qui montre que le certificat délivré par la Chambre de commerce et d'industrie de la Jordanie entraîne un retard d'environ 10 jours parce que l'obtention de ce certificat est trop lente. Alors ça, c'est des exemples. C'est aussi pour vous éclairer sur certaines choses qui se passent. On a d'autres exemples qu'on pourrait vous montrer. Mais on retient peut-être ici qu'il y a certains termes qui reviennent, notamment le terme de règle d'origine qui semble revenir plusieurs fois dans les narratifs qui ont été exprimés par les acteurs qu'on a interviewés, avec qui on s'est entretenu pendant nos enquêtes dans les pays. Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être je vais passer à la partie sur les mesures non tarifaires. Iman, peut-être tu me dis si on peut avancer ou s'il faut que je rééclaire un des points qui ont été abordés. Alors apparemment, pas forcément, uniquement peut-être une question si tu sais, les dernières restrictions marocaines à l'importation des produits textiles tunisiens. Peut-être que Samy pourrait nous informer vers quel pays s'il a peut-être plus de précisions à nous donner. Mais sinon, pas d'autres questions, non. Oui, alors là, je pense que c'est déjà dans la question. C'est qu'en est-il des restrictions marocaines à l'importation des produits textiles tunisiens? Donc ça, c'est un sujet qui est actuel. Là, on va parler plus des choses qui sont théoriques. Si jamais vous, au sein du programme, vous avez plus d'informations là-dessus, voilà. Mais il s'agit effectivement d'une mesure non tarifaire qui a été prise probablement cette année par le Maroc pour les produits textiles tunisiens. Voilà, on pourra peut-être la voir en ligne demain, si jamais on s'en souvient, on pourra peut-être la voir en ligne demain sur le site Euromed Trade Helpdesk et voir quel est l'impact pour les producteurs de textiles tunisiens. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un petit peu des mesures non tarifaires. C'est un peu notre spécialité, n'est-ce pas, au sein de notre équipe avec Adam, pour comprendre et pour bien se mettre en tête ce que sont les mesures non tarifaires, les concepts clés, la justification et le rôle des mesures non tarifaires dans le commerce international, la classification des mesures non tarifaires, les sources d'informations sur les mesures non tarifaires et la discussion ensuite des résultats de l'enquête dans les pays de l'accord d'Agadir. Donc ça, ce sera la partie à la fin. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? On estime qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur les mesures non tarifaires. Lors de toutes ces enquêtes, peut-être que la notion même de mesures non tarifaires n'est pas très bien abordée, n'est pas très bien assimilée, et on la confond souvent avec d'autres termes qui sont les barrières non tarifaires, qui sont peut-être les procédures, les obstacles procéduraux, l'environnement au commerce, etc., etc. Donc,
on a estimé avec mes collègues du programme qu'il était important peut-être de faire un pas en arrière et de définir quelles étaient les mesures non tarifaires pour ce séminaire. Alors ici, je vous ai mis la définition de ce qu'on entend à l'ITC par les mesures non tarifaires. Ce sont les mesures officielles, donc il s'agit de mesures publiques, réglementées, officielles, concernant les exportations et les importations. Donc, à la fois les exportations, on l'a vu, on a parlé des produits bruts, mais aussi les importations, des produits transformés. On a parlé aussi des importations de produits bruts. Donc, c'est à la fois à l'exportation et à l'importation, autres que les droits de douane proprement dits. On pourra en parler demain, les droits de douane, susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce international des marchandises, des quantités qui peuvent être modifiées, ou des prix, ou les deux. Alors ici, il y a pas mal de mots très importants qu'on peut retrouver dans le deuxième point qu'il y a en dessous. Exigence obligatoire, donc il y a le caractère obligatoire, règles ou réglementations établies par le gouvernement du pays exportateur, importateur ou de transit. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a la notion d'export ou d'import, mais aussi de transit, et la notion de réglementation, de règles qui sont établies par le gouvernement du pays exportateur. C'est ça qu'on entend par mesures officielles, en fait. D'accord ? Donc, en fait, c'est toutes les mesures officielles qui ne sont pas les droits de douane, mais qui sont obligatoires à être respectées. Il y a des mesures qui sont non officielles et qui ne sont pas obligatoires. On les verra par la suite. Les mesures non tarifaires sont obligatoires à être respectées et c'est, voilà, on ne peut pas y échapper. Donc, c'est pour ça que les narratifs qu'on a vus auparavant sont impactants sur les entreprises et leur opération d'import-export. On peut affecter les exportations et les importations, je l'ai déjà dit. Ensuite, peut-être juste avant cette slide, peut-être que je vais d'abord parler de celle-là, les termes connexes. Donc, il y a les barrières non tarifaires. Donc, souvent, on parle des barrières non tarifaires en pensant aux mesures non tarifaires. En fait, on pense aux mesures non tarifaires, mais on dit des barrières. Donc, sans vouloir vraiment jouer sur les mots, il y a différentes définitions des barrières non tarifaires qui sont les mesures non tarifaires avec une intention discriminatoire ou les mesures non tarifaires affectant négativement le commerce international. Dans les travaux de l'ITC, on va garder la première, celle qui est en rouge ici, la première définition. On va se souvenir que c'est des mesures non tarifaires qui ont une intention discriminatoire. Alors, on peut se demander pourquoi une mesure non tarifaire a une intention discriminatoire. Vous avez peut-être vous-même des idées sur le sujet, on pourra en parler un petit peu après. Mais ça veut dire aussi, le corollaire de ça, ça veut dire que les mesures non tarifaires n'ont pas forcément une intention discriminatoire. Et c'est là où on souhaite insister particulièrement. Les mesures non tarifaires vont permettre le commerce et n'ont pas a priori d'intention discriminatoire envers un autre pays. Donc là, on avait l'exemple peut-être de nos amis marocains avec la restriction sur les textiles tunisiens. Peut-être que c'est vu comme une mesure discriminatoire du point de vue, n'est-ce pas, de la Tunisie, mais peut-être qu'il y a une certaine raison à ça dans la perspective marocaine d'établir une telle mesure non tarifaire. Je ne sais pas vraiment, mais il y a d'autres mesures non tarifaires qui effectivement ont de facto une intention discriminatoire et peuvent être qualifiées comme des barrières non tarifaires. Mais il s'avère de ne pas généraliser à dire que toutes les mesures non tarifaires sont des barrières non tarifaires. Voilà, donc peut-être on se souvient un peu de ça. Autre chose qu'on a aussi vu dans les narratifs, les obstacles procéduraux. Donc ce sont des défis et des processus pratiques qui rendent difficile le respect d'une réglementation particulière. Donc la réglementation particulière est ce qu'elle est et elle doit être mise en œuvre par une procédure pour pouvoir être respectée. Parfois, la réglementation n'a aucune difficulté particulière, mais c'est la mise en œuvre de son application qui peut poser problème dans le quotidien, dans les opérations, n'est-ce pas, de l'entreprise concernée. Donc, ceux-ci peuvent inclure des obstacles administratifs, on les connaît, et c'est dans beaucoup de pays que c'est le cas. Les obstacles administratifs, comment on dit, le mammouth administratif, on parlait de ça pendant une période dans mon pays. Des problèmes de transparence, des problèmes d'infrastructure, donc un manque d'infrastructure, on l'avait vu en termes sur le sujet des produits chimiques, ou des problèmes de sécurité que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu'elles sont
lorsqu'elles doivent prouver la conformité à une réglementation donnée. Donc, prouver la conformité à une réglementation donnée, ça veut dire pouvoir prouver qu'on a effectivement effectué ce qui était nécessaire pour être en phase avec la réglementation demandée. Notamment sur les questions de SPS et TBT. Ensuite, on a les normes publiques. Donc ça, c'est les termes connexes qui sont souvent confondus, n'est-ce pas, avec les mesures non tarifaires. Les normes publiques ou les normes internationales qui sont développées par des organisations internationales, qui sont souvent référencées dans les mesures non tarifaires pour aligner les exigences nationales sur les pratiques internationales, c'est-à-dire que dans une certaine région, les mesures non tarifaires de chacun des pays soient particulièrement alignées sur les pratiques internationales et pas complètement différentes, en réduisant ainsi les obstacles techniques au commerce. Donc, on connaît par exemple le Codex Alimentarius, collection de normes internationalement reconnues, code de pratique, lignes directrices et autres recommandations qui sont liées à la production des aliments et à la sécurité sanitaire de ces aliments. Donc, ce n'est pas notre sujet, mais c'est pour vous donner un exemple. Vous connaissez aussi probablement les normes ISO, qui sont des normes publiques internationales qui ont vocation, n'est-ce pas, à aligner les exigences nationales sur des pratiques qui marchent au niveau international. Ensuite, on a les normes privées. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ces normes privées. Vous en avez probablement dans le secteur du textile et de l'habillement. On pourrait donner des noms sur ces normes privées qui sont élaborées par des entités non gouvernementales qui incluent des entreprises individuelles, des organisations industrielles et des organisations non gouvernementales, dont la conformité, dont la mise en œuvre n'est pas obligatoire. Et c'est ça la grande différence avec les mesures non tarifaires, c'est le caractère non légalement requis, c'est-à-dire optionnel, de ces normes privées. C'est probablement des termes que vous connaissez déjà, tout cela, mais voilà, je voulais aussi vous les rappeler pour qu'on garde en mémoire ces choses-là. Mesures non tarifaires, barrières non tarifaires, obstacles procéduraux, normes publiques, etc. Donc, pour résumer tous ces mots entre eux, on a les mesures non tarifaires, donc qui sont les règlements autres que les droits de douane qui sont susceptibles d'affecter la quantité, le prix ou les deux des matières ou des services d'ailleurs, des matières, pardon, des marchandises échangées. À l'intérieur de cela, on a les barrières non tarifaires. Donc, c'est des mesures non tarifaires avec un objectif protectionniste ou intention discriminatoire. Ces mesures non tarifaires, et je vous l'ai dit, peuvent engendrer deux expériences différentes au sein des entreprises, c'est-à-dire que les exigences peuvent être perçues comme étant excessivement strictes et complexes, donc elles sont en elles-mêmes difficiles à respecter, ou peuvent être source d'obstacles procéduraux, qui sont les défis pratiques ou obstacles administratifs rendant difficile la conformité aux mesures non tarifaires. Enfin, il y a quelque chose dont on parle peu, mais qui est si présent, c'est l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, vous comprenez, je pense, très très bien ce terme, les conditions générales d'exploitation dans un pays qui ne sont pas liées strictement aux mesures non tarifaires, mais qui peuvent entraver la capacité d'une entreprise à commercer. Et tout cela peut mener à des obstacles au commerce. Donc, c'est ça qu'on essaye, nous, d'estimer dans les enquêtes que nous faisons au sein de l'ITC, dont on vous a présenté certains narratifs. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer cette diapositive qui est la raison pour laquelle, et c'est une diapositive extrêmement importante de ce séminaire, pourquoi les gouvernements imposent-ils des mesures non tarifaires. Alors, on ne parle pas des barrières, ici on parle bien des mesures non tarifaires sans discrimination a priori. Les mesures non tarifaires peuvent être introduites pour des raisons légitimes, et c'est dans la grande majorité des cas le cas, par exemple pour la santé des personnes, des animaux et des plantes. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être utilisé à mauvais escient comme instrument de protection. Donc, il y a deux cas pour les mesures non tarifaires. On a vu qu'elles étaient à la fois
exprimée et imposée par le pays importateur et par le pays exportateur. Alors, il y a moins de mesures non tarifaires qui sont mises en œuvre par le pays exportateur, mais néanmoins, elles existent aussi. Donc, pour parler du pays importateur, pourquoi un gouvernement va imposer, réglementer des mesures non tarifaires? Pour les 4 aspects que vous avez ici, la santé et la sécurité des consommateurs, n'est-ce pas? On ne va pas avoir sur un marché, voire arriver des produits qui sont dangereux pour la santé des gens qui les ingurgitent, qui les utilisent. En termes de textiles et d'habillement, j'imagine qu'il y a des produits chimiques qu'on ne peut pas mettre sur des habits parce qu'ils pourraient peut-être abîmer la peau, ils pourraient peut-être être source de complications respiratoires, etc. Je ne sais pas. Des facteurs environnementaux. C'est la même chose que pour les personnes, mais par rapport à l'environnement. Donc, on pense ici bien sûr aux pesticides, on pense ici à d'autres aspects qui pourraient mettre en danger le facteur environnemental du pays importateur. La protection de l'industrie infantile, qui est liée aussi à la sécurité des consommateurs, mais là, c'est des consommateurs particuliers, hein, n'est-ce pas, les enfants dont on doit s'assurer la santé, et donc des mesures très, très, très strictes doivent être mises en œuvre pour s'assurer que ces produits ne portent pas préjudice à la santé des enfants ou des nourrissons, ou atteindre des objectifs politiques. C'est-à-dire, ça c'est l'aspect peut-être de protectionnisme ou d'autres intérêts économiques d'un pays qui peut-être imposer des mesures non tarifaires à l'import de certains produits pour atteindre des objectifs politiques qui peuvent être, par exemple, la défense du marché des producteurs locaux, la relation avec un pays, etc., etc. Donc, peut-être qu'on est dans ce cas-là, sur le cas que notre collègue nous exprimait entre le Maroc et la Tunisie, je ne sais pas. Dans le cas du pays exportateur, et ça peut paraître surprenant, n'est-ce pas, qu'un pays exportateur qui veut pousser à ses exportations et pousser ses entreprises à participer au commerce international pour faire du bénéfice, puisse imposer des mesures non tarifaires à l'export sur les propres produits produits dans le pays. Donc, il y a 3 raisons, en fait. La première raison, c'est pour assurer un approvisionnement adéquat pour le marché intérieur. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Peut-être qu'on dit ça en français, mais pour assurer un approvisionnement adéquat pour le marché intérieur, c'est-à-dire de laisser le produit possible pour la consommation sur le marché local, maintenir la qualité. Certains pays ne souhaitent pas voir certains produits quitter leur sol avec une qualité moindre, et ce pour garantir la notion de réputation du pays pour ce produit. Je pense par exemple au chocolat suisse. C'est connu que le chocolat suisse doit, à l'export, garder un certain niveau de qualité pour pouvoir être envoyé, et ainsi ne pas mettre en péril ce que les gens du monde entier pensent du chocolat suisse et qui est fameux. Peut-être que vous en conviendrez. Ensuite, pour assurer la meilleure valeur pour les exportations de ce pays exportateur, voilà, donc c'est un petit peu la même notion que la qualité, mais c'est pour assurer que le produit ne soit pas bradé complètement avec une moindre qualité vers le marché international. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, la grande conclusion un petit peu cachée de cette diapositive et de ce message que je souhaite vous faire passer ici, c'est que les mesures non tarifaires ne constituent pas nécessairement un obstacle au commerce. Elles jouent un rôle important, et important est un mot faible, je pense fondamental, dans la promotion et effectivement l'application du commerce. Pourquoi? On le voit parce que sans mesures non tarifaires, le consommateur, inconsciemment ou consciemment, ne fera pas acquisition de ce certain produit. C'est-à-dire que si je sais que mon téléphone, si je ne suis pas sûr que mon téléphone ne va pas exploser, je ne vais peut-être pas en faire l'acquisition. Et c'est les mesures non tarifaires qui vont légitimer et réglementer les composants de ce produit et permettre ainsi à ce qu'il ait un comportement
ou un usage qui soit attendu et qui ne soit pas dangereux pour ma santé, par exemple. Donc, souvenons-nous de ça, les mesures non tarifaires ne constituent pas nécessairement un obstacle au commerce, elles sont nécessaires. Donc, je dis ça aussi dans le cadre de ce qui nous intéresse, l'accord d'Agadir pour le textile. Certaines règles doivent être respectées pour l'échange entre ces pays-là. Ces règles ont a priori un intérêt pour pouvoir permettre un bon usage et un bon échange de produits entre vos pays. Je vais passer un petit peu, pardon, j'aurais dû mettre cette slide un petit peu après. À retenir, donc, c'est que les mesures non tarifaires sont des mesures politiques, des mesures publiques, autres que les tarifs douaniers ordinaires, ça je vous l'ai déjà dit, qui peuvent avoir un effet économique, on a déjà dit, etc. C'est la définition. Elles sont liées à l'exportation et à l'importation. Il y a une grande variété entre les mesures techniques et non techniques, on va voir ça par la suite. Les mesures techniques sont les mesures qui sont liées au produit lui-même, les mesures non techniques sont les autres mesures. Et ensuite, les entreprises sont contraintes de respecter la réglementation et de rester compétitives. Donc, on a vu aussi les trois termes, je ne vais pas y revenir, barrières non tarifaires, barrières douanières et obstacles procéduraux. Donc ici, on voit, je vous ai donné des exemples de types de mesures non tarifaires qui ont lieu entre un pays. Ici, on a le Brésil à l'exportation vers l'importation vers les États-Unis, les tarifs entre les deux, et des deux côtés, on va voir des mesures non tarifaires, c'est-à-dire du côté brésilien à l'export, des mesures liées à l'exportation, les licences, le droit, en fait, pour acquérir le droit à exporter un produit, et au niveau des États-Unis, à l'import, les mesures liées à l'importation, les certificats, donc obtenir un certificat d'import aux États-Unis, exigence d'inspection à la douane, etc. etc. D'accord ? Donc, la question qui se pose par rapport à ces mesures non tarifaires, c'est pourquoi elles sont de plus en plus discutées et pourquoi elles sont de plus en plus ou quasiment toujours, dans la discussion des acteurs économiques lors des importations et des exportations. Les produits doivent être conformes à un large éventail de réglementations légitimes liées au commerce, mais la question du point de vue de la perspective de l'entreprise, c'est est-ce que l'entreprise peut rester compétitive tout en respectant les mesures non tarifaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre vouloir être compétitif et respecter les mesures non tarifaires? Donc ça, c'est la grande question qui nous occupe, et c'est peut-être pour ça, effectivement, que certains échanges commerciaux n'ont pas lieu dans la région, ont lieu à faible niveau dans la région, parce que c'est peut-être plus simple de faire les échanges avec d'autres pays. L'entreprise dispose-t-elle de la technologie, de l'infrastructure et des ressources humaines et financières pour respecter les mesures non tarifaires? L'entreprise sera-t-elle condamnée à une amende si elle ne respecte pas les réglementations importantes et les mesures non tarifaires sont-elles harmonisées entre les pays? Donc, ces questions-là, la réponse à tout est effectivement, ça peut être le cas. Ce qui fait que les mesures non tarifaires peuvent augmenter, et le font dans la plupart des cas, peuvent augmenter les coûts pour les entreprises. Ensuite, les mesures non tarifaires, et ce n'est pas leur objectif principal, mais elles peuvent entraver le commerce, malgré elles, j'allais dire, si elles ne sont pas conçues, même si elles ne sont pas conçues pour le faire. Et ça, c'est la réalité, en fait. C'est ce qu'on entend du point de vue des commerçants avec qui on s'entretient dans plus de 60 pays, je vous l'ai dit, que bien qu'elles ont un fondement légitime qui va permettre le commerce, elles peuvent être, malgré elles, malgré ce souhait de permettre le commerce, une entrave au commerce, une barrière au commerce. Et c'est ce qu'on estime dans les enquêtes. Alors, et c'est ma dernière slide avant que peut-être je fasse 5 minutes de break pour pouvoir boire un peu d'eau. Pourquoi parle-t-on autant des mesures non tarifaires? Donc, la réponse était déjà dans la question de la diapositive précédente, mais pour se souvenir de ces sujets, les mesures non tarifaires sont omniprésentes et deviennent de plus en plus importantes et complexes. Donc, il y a de plus en plus de mesures non tarifaires et elles sont de plus en plus compliquées. Peut-être que vous êtes là à m'écouter et dire effectivement, c'est le cas et vous avez des exemples de mesures non tarifaires en tête qui illustrent ce point. Donc, parfois, les réglementations nationales sont utilisées comme un instrument de politique commerciale. On pense par exemple à la
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine il y a quelques années, où les réglementations nationales étaient utilisées comme instrument de politique commerciale entre ces deux pays. On parle aussi beaucoup des mesures non tarifaires grâce, j'allais dire à cause, mais c'est vraiment grâce à la sensibilisation du consommateur, la précaution plutôt que la protection. Il y a une demande croissante de la part des consommateurs sur les produits, quels sont les produits, où cela a été produit, quels sont les constituants de ce produit, etc., etc. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une dizaine, une quinzaine d'années, où les consommateurs peut-être étaient moins intéressés par le contenu des produits dont ils faisaient l'acquisition. La complexité, donc les mesures non tarifaires varient souvent selon les produits et les pays et peuvent changer rapidement. Donc il y a une grande évolution, et ça on le verra le dernier jour avec Yiping, sur la constitution des mesures non tarifaires. Donc il y a une grande variation et il s'agit d'apporter à la connaissance des acteurs économiques ce changement, cette variation. C'est tout l'intérêt d'avoir des outils d'information commerciale pour faire de la veille commerciale et comprendre, anticiper éventuellement des changements de réglementation sur les marchés d'intérêt. Ensuite, la transparence, donc c'est lié au point précédent, la transparence, il est difficile de trouver des informations. Les informations sont dispersées sur Internet, au sein des chambres de commerce. Les informations parfois peuvent être contradictoires entre elles et il est important d'avoir une source fiable, transparente, pour comprendre et connaître les mesures non tarifaires et rester à jour sur ces sujets. Obstacles liés au commerce et au coût du commerce, donc ça c'est l'aspect procédural des choses. Les mesures non tarifaires par elles-mêmes peuvent impliquer un coût commercial important en raison du manque d'infrastructures. Donc on a vu peut-être que dans certains pays, il n'y a pas les structures pour tester vraiment les produits, pour être sûr de la conformité, pour pouvoir faire conformity assessment, c'est-à-dire de prouver la conformité des produits avec la réglementation demandée, et qui va avoir un coût énorme pour l'entreprise qui va peut-être devoir délocaliser le test de ces produits. Les procédures, donc parfois les procédures sont multiples, ne sont pas efficaces, ne sont pas optimisées pour les entreprises, mais il faut plusieurs certificats et chacun de ces certificats dure une certaine demande, un certain temps, un certain coût, une certaine démarche et ne sont pas optimisées entre elles pour faciliter la vie des entreprises. Et enfin, il y a l'aspect des décideurs politiques qui ne se rendent pas compte parfois, et peut-être souvent, ici c'est écrit souvent, donc je vais dire souvent, clairement du coût commercial, du coût opérationnel des mesures non tarifaires. Et parfois, il n'y a pas de notion ou de démarche de vouloir réduire ces coûts. D'accord? Alors, je vous propose qu'on fasse un petit break de 5 minutes pour que je bois un petit verre d'eau, si Iman m'autorise, n'est-ce pas? Et ensuite, on parlera plus précisément des règles d'origine et des expériences d'entreprise dans vos pays vis-à-vis des mesures non tarifaires. Alors, est-ce qu'on a des questions ou vous souhaitez simplement qu'on continue et on pourra prendre des questions à la fin, hein? Alors, les questions, on peut aussi les avoir après la présentation. Des fois, c'est comme ça. Des fois, on a besoin de digérer un petit peu le contenu pour ensuite avoir des questions, des doutes, ou bien mettre en perspective ce qui a été dit maintenant avec vos propres expériences. Et on est aussi intéressé par connaître vos propres expériences avec les mesures non tarifaires, les difficultés qui peuvent se poser, peut-être pour confirmer ou donner un autre point de vue par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, ces questions, elles peuvent, comme je vous le disais, elles peuvent être maintenant, elles peuvent être à la fin de la séance, elles peuvent être entre aujourd'hui et demain. Et demain, on peut prendre un petit temps au début de la séance pour discuter entre nous des questions. Et après, on aura une troisième séance encore. Donc, on aura encore l'opportunité d'interagir ensemble. Alors, comme je vois, Iman, qu'il n'y a pas de questions, peut-être que tu en as en bilatéral. Non, effectivement, pas de questions, je peux te confirmer. Voilà. En tout cas, pour l'instant. Ouais, peut-être qu'il y avait des questions qui ont été abordées avant et que moi, je n'ai pas vu dans le chat sur lesquelles tu souhaites qu'on revienne. Non, alors on a vraiment répondu à toutes les questions, soit par écrit ou alors pendant toi, ton intervention. Donc,
Voilà, et Monsieur Samy nous indique que tout est clair. D'accord, on remercie tous Monsieur Samy. Et on espère que tous pensent comme Monsieur Samy. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas, hein, on est là vraiment pour ça. Alors, je vais repartager mon écran, je vais refaire le petit… très bien, je suis retourné directement dessus. Vous voyez mes slides et maintenant, on va parler donc, de l'enquête qu'on a faite. Donc, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Cette enquête qui a été faite dans tous les pays MENA et dont on a compilé les résultats qui sont disponibles sur le site ntmsurvey.org. Peut-être qu'Iman ou Adam, ils peuvent taper dans le chat l'adresse de ce site ntmsurvey.org. Alors, les pays de l'accord d'Agadir, donc ça c'est une phrase définitive, hein, assez définitive, donc voyons pourquoi est-ce que je me permets d'exprimer ça comme cela. Les pays de l'accord d'Agadir ne profitent pas des préférences dont ils disposent pour commercer entre eux, sous-entendu, bien sûr, dans le cadre de l'accord commercial d'Agadir. Alors ici, je vous ai mis quelque chose qui est particulièrement llamativo, qui appelle l'attention, n'est-ce pas? Qui sont les principales destinations des exportations des entreprises du secteur du textile et de l'habillement des pays membres de l'accord d'Agadir. Alors, ça, c'est une donnée qui nous vient de l'enquête de l'ITC auprès des entreprises sur les mesures non tarifaires dans les États arabes. Donc, dans les 4 pays, ce qu'on a fait, peut-être, je vous explique un petit peu, c'est qu'on allait dans les pays et on avait des registres d'entreprises avec lesquelles on souhaitait s'entretenir pour comprendre quelles étaient, si elles avaient des obstacles au commerce, à l'exportation ou à l'importation, et si oui, entendu, si oui, elles avaient des obstacles à l'export ou à l'import, quels étaient ces obstacles? Alors, dans ces entreprises avec lesquelles on s'est entretenu, et là, c'est pour les pays d'Agadir, on a vu que ces entreprises-là, qui sont représentatives du commerce de ces pays-là, parce qu'on a toujours un seuil minimal atteint pour faire en sorte que les enquêtes soient représentatives, les destinations d'export déclarées par ces entreprises étaient principalement l'Union européenne et les États-Unis. Et très très peu, vous le voyez, à 2%, 1%, 1%, 1%, les pays de l'accord d'Agadir. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qu'on a interviewées, qui sont représentatives dans les pays, dans leur pays de la situation commerciale, interagissent très peu avec les pays voisins de l'accord d'Agadir. Alors, je tiens vraiment à attirer votre attention sur le fait de la représentativité de ces enquêtes. D'un point de vue statistique, on s'entretient toujours avec un nombre minimal d'entreprises pour garantir que les résultats qui sont exprimés ne sont pas fonction des entreprises qu'on a interviewées, mais qui sont représentatifs de la situation du secteur en termes d'import-export vers les autres pays. D'accord? Donc, en fait, ça veut dire qu'ici, on a un résultat qui est lié aux entreprises interviewées, mais qui est représentatif complètement, mathématiquement, statistiquement, des destinations, des exports des entreprises du secteur du textile. Alors, j'espère que certains d'entre vous seront l'exception à ça ou feront partie ici des 2%, 1%, etc., et qu'il y a des entreprises qui exportent entre les pays d'Agadir, mais ce n'est pas a priori la majorité, la grande majorité des entreprises de vos pays. Donc la conclusion de ça, c'est que les pays de l'accord d'Agadir exportent principalement vers l'Union européenne et les États-Unis pour le secteur textile et habillement, mais peu vers l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Et ce, alors que justement, il y a l'accord d'Agadir. Donc ça, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. En fait. On est réunis aujourd'hui parce qu'on voit que les préférences liées à l'accord d'Agadir n'ont pas engendré de manière significative un plus grand échange entre les pays de l'accord d'Agadir.
Alors, pour ça, il y a beaucoup de raisons, et c'est les raisons qu'on va voir ici maintenant. Je vous ai déjà fait un petit spoiler, comme on dit en anglais. Je vais déjà exprimer ça auparavant. Alors, près d'un tiers des entreprises de l'industrie du textile font face à des obstacles dans leurs opérations commerciales. Donc, je vous ai dit, quand on a appelé des entreprises, des pays, donc ce n'est pas nous vraiment, hein, c'est des cabinets, des cabinets d'enquête avec lesquels on travaille dans les pays qui vont, dans un premier temps, regarder le registre qui nous est fourni par les autorités des pays, des fois le secteur statistique, des fois le registre du commerce, des fois les associations sectorielles nous fournissent des contacts d'entreprises que ce cabinet appelle. Et la première question après l'introduction, c'est: faites-vous face à des obstacles au commerce dans vos opérations d'import-export? À cette question, voici les réponses. Donc, les réponses pour l'export de marchandises. Pour les produits chimiques, 44% des entreprises déclarent faire face à des problèmes, à des obstacles, à des difficultés dans leurs opérations d'export de produits chimiques. Ensuite, on a le cuir et produits en cuir. Je n'ai pas parlé des machines non électriques et de la fabrication de métaux, parce que ce n'est pas notre sujet, n'est-ce pas? Ici, en jaune, vous pouvez voir nos sujets. Donc, les vêtements à 35%. Donc, 35%, il s'avère que vous voyez que c'est à peu près dans la moyenne des autres secteurs. On est entre 44 et 45% et 23% pour le matériel de transport ou les fils, tissus et textiles à 24%, mais c'est significatif. Environ un tiers des commerçants, des exportateurs interrogés dans ces secteurs-là déclarent faire face à des difficultés. Alors, à l'ITC, on voit qu'il y a certaines régions du monde où il y a peut-être plus ou moins de difficultés. Peut-être que dans les pays d'Afrique subsaharienne, peut-être que c'est plus proche de 50-55% que de 30-35%. Il faudrait voir pays par pays. C'est assez intéressant. Et encore une fois, sur le site ntmsurvey.org, vous pouvez accéder à ces rapports pour avoir des informations complémentaires. Ici, ce que je veux vraiment vous dire, c'est, retenons ça, un tiers des entreprises interrogées, donc des entreprises des pays, parce que c'est significatif, font face à des difficultés à l'export. À l'import, vous voyez qu'on est à 40% et 38%. Bon, pour le secteur textile et habillement, c'est mieux, on peut dire ça, c'est mieux que pour les composants électroniques où tout le monde a des difficultés à l'import. Mais bon, il s'avère que ça reste 38% et 40%. Alors ensuite, on s'est demandé, après se demander si les entreprises font face à des difficultés, on se dit, quelles sont les mesures qui sont liées à ces difficultés? Ensuite, on va se dire, quelles sont ces difficultés? D'accord? Donc, quelles sont les mesures qui sont liées aux difficultés? On a l'origine de la mesure, où est appliquée cette mesure, et quel est le type de mesure. Donc, le type de mesure, il y a différents types. Il y a les mesures techniques, les mesures non techniques, etc. Bref, ici, on voit que plus de 2/3 des mesures non tarifaires contraignantes, donc qui sont déclarées comme étant source de difficultés, sont appliquées par des pays de l'accord d'Agadir. Alors, pour chacun des pays, on se dit, et c'est le premier graphique que j'ai ici, les pays appliquant la réglementation contraignante, qui sont-ils? Est-ce que c'est le pays partenaire dans l'opération d'import-export? Est-ce que c'est la réglementation domestique, donc du pays a priori exportateur? Ou est-ce que c'est la réglementation du pays de transit? Eh bien, il s'avère que dans 83% des cas, donc la grande majorité des cas, c'est la réglementation du pays partenaire qui est en cause.
Okay. Et quel est ce pays partenaire? Eh bien, il s'avère, et ça c'était vraiment une grande leçon qu'on a reçue face à ces entreprises, que c'est principalement les pays d'Agadir qui sont dans ces 83%. C'est-à-dire qu'ici, vous ne voyez pas l'Union européenne ou les États-Unis. Ce qui a été déclaré ici, bien que les échanges commerciaux soient faibles avec ces pays, c'est que c'est principalement les mesures non tarifaires appliquées par les pays de l'accord d'Agadir qui sont les mesures contraignantes. D'accord? Donc, le résumé de ces deux graphiques, qui voilà, peuvent être sujets à interprétation, c'est que plus de 2/3 des mesures non tarifaires contraignantes pour les pays de l'accord d'Agadir sont appliquées par les pays partenaires. Parmi ces mesures non contraignantes, près de 2/3 émanent de pays de l'accord d'Agadir. Les entreprises bénéficient de préférences grâce à l'accord, mais ne sont pas en mesure d'en profiter. Ça, on le met dans presque toutes les diapositives. C'est clair? Donc, en fait, ça veut dire que, bien qu'il y ait l'accord d'Agadir, qui soit censé faciliter les interactions avec les pays de l'accord d'Agadir, c'est les propres pays d'Agadir qui appliquent des mesures non tarifaires qui sont perçues comme étant contraignantes par les exportateurs des pays de l'accord d'Agadir. Et ce vient de l'enquête de l'ITC auprès des entreprises sur les mesures non tarifaires dans les États arabes. Alors, je vous ai dit qu'ensuite, on s'est posé la question de savoir quels étaient les types de mesures non tarifaires qui affectent les exportateurs des pays de l'accord d'Agadir. Pour le secteur textile et habillement. Là, on est dans le cas du secteur textile et habillement. Il s'avère qu'ont été déclarées comme mesures non tarifaires principalement les règles d'origine et l'obtention des certificats d'origine qui sont liés à la règle d'origine nécessaire. Ensuite, on a les frais, les taxes et les mesures de contrôle des prix à 9%. Évaluation de la conformité à 9%. Évaluation de la conformité, ça veut dire comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on atteste que le produit est conforme avec la réglementation indue. Ensuite, les exigences techniques qui sont liées au produit lui-même. Donc là, on voit largement que c'est les règles d'origine qui sont le principal problème dans les mesures contraignantes rapportées par les exportateurs des pays de l'accord d'Agadir pour les pays de l'accord d'Agadir. Et on voit ici, c'est le dernier point, que les exportateurs égyptiens sont plus particulièrement touchés par les mesures liées aux règles d'origine appliquées par les pays membres de l'accord d'Agadir. Ceci est normal et expliqué parce qu'a priori, dans les 4 pays, c'est l'Égypte qui est le fournisseur de produits bruts. Donc, ici, on a vu que pour les entreprises du secteur textile et habillement des pays de l'accord d'Agadir, les propres pays de l'accord d'Agadir ne sont pas la destination particulièrement utilisée, bien qu'il y ait l'accord. C'est principalement l'Union européenne et les États-Unis. Ensuite, on a vu qu'environ 1/3 des entreprises du secteur rencontrent des difficultés dans leurs opérations commerciales. Et ça, c'est en fait vers toutes les destinations. Okay. Quelle que soit la destination, entre 24%, 35%, 44%, à l'export, ont des difficultés, rencontrent des difficultés dans leurs opérations. À l'import, c'est 40 et 38%. Ici, on aurait pu mettre aussi les produits chimiques, parce qu'il y a les produits chimiques à l'import qui sont aussi importants. On a vu qu'ils venaient de Chine et d'Inde. Ensuite, on s'est dit de quelle origine, de quel pays provenait la mesure non tarifaire qui était déclarée comme étant contraignante par ces entreprises. Ça venait principalement du pays partenaire, et dans ces pays partenaires apparaissaient d'une manière flagrante les pays de l'accord d'Agadir. Donc ça confirme en fait
Ceci confirme pourquoi ceci est bas. N'est-ce pas? Il s'avère aussi que dans notre enquête, on demande non seulement les difficultés qui ont été rencontrées sur des opérations qui ont lieu, mais aussi sur des opérations qui n'ont pas eu lieu et où l'entreprise a essayé d'importer ou d'exporter vers et depuis tel ou tel pays lors des 2 dernières années. Okay, donc, il s'avère que peut-être que certaines entreprises interrogées ont déclaré avoir fait face à des difficultés, mais n'ont pas effectivement opéré sur ce marché parce que la difficulté était trop importante. Et ensuite, le dernier point qu'on a vu, c'était quelles étaient ces mesures. Donc, on a vu que c'était les règles d'origine et certificats d'origine connexes. Ensuite, on peut se demander, donc ça c'est le type de mesure, et ensuite on s'était demandé quelles étaient vraiment les difficultés. Donc ça c'est la différence entre le type de mesure mise en œuvre et le type de mesure déclarée comme étant contraignante et la difficulté elle-même. Ces difficultés elles-mêmes, on l'a vu dans nos narratifs précédemment, il y a des notions de caractère strict de la mesure ou problème, difficulté procédurale. Et cette difficulté procédurale, on avait vu que dans certains pays, c'était trop cher d'obtenir le certificat d'origine. Le certificat d'origine était demandé trop tard avant l'envoi du fret. Le certificat d'origine mettait du temps à être obtenu avant l'envoi du fret, etc. etc. D'accord ? Alors, pour conclure, et bon, c'est ma dernière slide, donc on est un petit peu en avance, mais comme ça, on va avoir le temps de prendre certaines de vos questions si vous en avez. Vous voyez qu'il existe de nombreuses opportunités dans le secteur du textile et de l'habillement pour les pays de l'accord d'Agadir. Donc ça, c'était la notion de potentiel export potential, de potentiel d'exportation, potentiel d'export. C'est-à-dire, quel est, si tout va bien, quel est le potentiel qu'aurait tel pays sur tel produit dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a vraiment pour ce pays un intérêt des marchés internationaux à se fournir pour ce produit depuis ce marché? Ça, c'est le potentiel à l'exportation. On a vu pour les 4 pays qu'il y avait des gros potentiels à l'export, notamment entre eux. Donc, on peut calculer le potentiel à l'export des pays d'Agadir d'un point de vue global, mais on peut aussi le calculer d'un point de vue régional. Et dans cet aspect régional, il faudrait revoir une des premières diapositives que je vous ai montrées. Le potentiel existe et est là. Simplement, avant ce simplement, on voit aussi que les pays de l'accord d'Agadir sont complémentaires dans la production de produits issus de l'industrie textile, notamment grâce à la production de tissus bruts de l'Égypte. C'est notamment pour ça qu'il existe un accord qui leur permet d'exploiter leur plein potentiel. La Jordanie, la Tunisie, le Maroc sont des pays qui sont parfaitement capables de transformer ce produit brut pour ici, en Jordanie, des vêtements de sport, ici, au Maroc, des costumes, ici, en Tunisie, on avait vu les t-shirts, etc. etc. Okay. L'accord d'Agadir peut permettre de faciliter l'intégration de la chaîne de valeur. C'est tout l'intérêt, encore une fois, de l'accord d'Agadir, avec des taux à 0% dans le secteur du textile et de l'habillement au niveau régional et réduire ainsi la dépendance factuelle envers les produits importés depuis l'Asie. On avait vu les boutons, on avait vu les fils, on avait vu les tissus bruts. Chine, Inde et aussi l'Union européenne. Simplement, le principal problème des entreprises des pays membres de l'accord d'Agadir se situe dans la compréhension et le respect des règles d'origine. Donc, cette phrase-là, en fait, c'est tout le résumé de la dernière partie qu'on a vue. Il s'avère que la notion de règles d'origine entre les pays eux-mêmes de l'accord d'Agadir est mal abordée, est mal entendue, est mal comprise. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette séance. Grande séance d'introduction aujourd'hui qui a permis de mettre en vis-à-vis des sujets comme les mesures non tarifaires, définition des mesures non tarifaires, définition du potentiel d'exportation, intérêt de l'accord d'Agadir, situation de l'accord d'Agadir
au niveau textile et habillement pour les 4 pays. La situation est telle qu'elle est, c'est-à-dire que peu d'interactions commerciales ont lieu sur ces produits-là entre les pays. Pourquoi? Pourquoi le pourquoi est la grande question ici. Pourquoi qui vient de l'enquête et de dire le respect, la compréhension des règles d'origine entre les pays est la principale difficulté qui est posée aux entreprises. Alors ça, c'est tout l'enjeu, parce que sans cet enjeu-là, sans cet enjeu de compréhension, sans cette compréhension des règles d'origine, l'intérêt de l'accord d'Agadir n'est pas effectué, n'est-ce pas? Parce que le tarif douanier préférentiel n'a pas lieu si la règle d'origine n'est pas respectée. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va voir demain avec l'outil de recherche Euromed Trade Helpdesk. Donc ça va être nettement plus ludique. Peut-être on va avoir des exemples très précis demain sur l'outil Euromed Trade Helpdesk qui peut faciliter l'intégration en fournissant les informations relatives à l'accès au marché, donc toutes les informations nécessaires. Et c'est tout l'intérêt de cet outil pour les entreprises des pays membres de l'accord. Okay. Et enfin, la semaine prochaine, je crois que c'est mardi, on aura aussi une présentation de l'outil Règles d'origine Facilitator, donc pour qu'on aille voir quelles sont les données des règles d'origine et comment est-ce que vous, intervenants et opérateurs économiques, peut-être à l'export de produits textiles transformés, peuvent comprendre les règles d'origine pour les produits bruts utilisés. Alors, Iman, je suis allé un peu plus vite que prévu, mais on a un peu de temps, donc profitons-en. Oui, écoute, j'invite vraiment tout le monde, s'ils ont des questions, à soit lever leur main en cliquant sur Raise Hand dans le Zoom, et puis alors de les noter dans le chat. Donc, peut-être une indication, enfin en tout cas une observation de M. Samy Lamar, notre bon ami Samy, qui nous dit qu'effectivement, malheureusement, ces blocages dépendent de la relation politique entre les pays en question, et ceci est très variable. Donc, les outils dont tu as parlé qui pourront répondre essentiellement à cette question demain. Oui, alors effectivement, ces blocages dépendent de la relation politique entre les pays en question, et ceci est très variable. Bon, voici la situation. Du point de vue de l'ITC, on donne des informations commerciales qui sont, structurelles par rapport à cette notion conjoncturelle, peut-être de la relation politique entre les pays. Il s'avère qu'il est probable, mais c'est une interprétation qu'il faudrait voir cas par cas sur tel ou tel code HS. Ça peut être intéressant d'ailleurs d'en discuter entre nous demain. À quel point on passe de mesures non tarifaires à barrières non tarifaires. Et à quel point c'est l'aspect discriminatoire qui est utilisé ou qui utilise les mesures non tarifaires comme un outil au service de la relation politique entre les pays. Quoi qu'il en soit, il y a quand même eu un accord d'Agadir qui a été signé en 2007 qui est là pour participer à une meilleure intégration. Donc, indépendamment de cette conjoncture politique, d'un point de vue structurel, les données sont là pour avoir des échanges commerciaux améliorés entre les pays. Et c'est là-dessus qu'on va se borner, parce qu'on n'est pas en contrôle, n'est-ce pas, d'un point de vue économique, sur les décisions politiques prises par les pays entre eux. On a l'intervenant Rim Gelassi qui demande: serait-il possible de recevoir ces diapositives pour les relire ce soir dans la formation de demain? Absolument. Nous allons, je pense, par l'intermédiaire d'Iman, envoyer ça au format PDF aujourd'hui. Effectivement, alors juste pour information, nous avons pour l'habitude de les mettre sur les pages, sur la page ITC du programme pour qu'elle soit disponible pour tous. Pour ceux qui souhaitent avoir les slides pour aujourd'hui, pour les revoir, notifiez-le dans le chat et je prendrai vos noms et je vous les enverrai individuellement par email ce soir. Voilà. Alors, Imad, je vois un commentaire de M. Samy dans le même esprit. Pardon.
l'enquête date de 2015. À mon avis, c'est pire aujourd'hui avec le passage de la Covid. Alors, sachez que dans les prochains mois, c'est entre aujourd'hui, 2022, jusqu'en 2024, est prévu un rafraîchissement des données de l'enquête. C'est-à-dire que l'enquête va être relancée. On va probablement recontacter les entreprises auxquelles on a déjà parlé avant 2015. En fait, l'enquête, donc dans les pays, M. Samy, ça date peut-être même d'avant 2015, c'est la compilation de tous les résultats de l'enquête en un document comparatif des États arabes, des États MENA, pardon, des États MENA qui datent de 2015. Donc, on verra si votre avis est vrai ou pas, si les situations sont pires aujourd'hui ou pas. Dans les nouvelles enquêtes que nous allons mener à partir de maintenant, qui ont déjà commencé, on s'intéresse de savoir si aussi les obstacles sont liés à la crise Covid-19 ou sont indépendants de ça. Donc, c'est aussi un aspect qu'on va pouvoir estimer et qui va nous donner des informations intéressantes. Je vous invite à rester à l'écoute, mais vous entendrez parler probablement par nos collègues du programme de cette enquête et pourquoi pas de participer à cette enquête elle-même si vous avez des choses à dire. Alors, pour demain, n'hésitez pas à poser des questions. Pour demain, on va prendre 4 ou 5 exemples, et on va regarder entre nous des exemples de produits que vous connaissez, voilà, des produits d'intérêt pour vous. Ces produits ont été envoyés par mes collègues du programme pour dire travaillons sur ces produits. Donc, il y a les produits bruts, il y a les tissus, il y a les t-shirts, il y a les costumes, et on va prendre des exemples. On va prendre des exemples entre les pays. On va regarder 2 exemples, je pense, entre les pays directement sur Export, sur Eurotrade Helpdesk. Et ensuite, on va regarder depuis un de vos pays vers l'Union européenne et un de vos pays vers les États-Unis. Et pour ça, on va utiliser un autre système. Je pense que ça va être intéressant. Peut-être que c'est des systèmes que vous connaissez déjà, donc on va les réviser entre nous. On va voir ces outils d'intelligence des marchés, on va voir quelle est l'intelligence des marchés, qu'est-ce que c'est l'accès au marché, etc., etc. Alors, je vois que tout le monde met ses emails pour recevoir les diapositives. C'est très bien. Merci de votre intérêt. Donc, ce sera envoyé à chacun individuellement. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions ou vous souhaitez que je conclue? Alors, pour l'instant, toujours aucune question et pas de main levée. D'accord. Bon, bah, on peut interpréter ça. Donc, on interprète souvent les résultats d'intelligence commerciale. Là, on peut interpréter ça par la clarté de l'intervention. Effectivement. Non, mais en étant sérieux, je pense que la conclusion d'aujourd'hui, qui est nécessaire à notre séminaire, qui est de dire que l'accord d'Agadir n'est pas assez utilisé entre vos pays sur le secteur textile et habillement, et aussi la raison pour laquelle on est là. Donc, je pense que vous êtes d'accord sur ce diagnostic. Et on aura des questions demain, une fois avancé dans les outils. Très bien.